je fais cette vidéo parce que j'ai un nouveau podcast qui est sorti. Et bon, il y a des choses qui reviennent souvent. Je sais que c'est dur pour certaines personnes. Le fait que je parle de ce que j'ai vécu avec beaucoup d'amour, avec des étoiles dans les yeux. Parce que ça clash avec ce qu'on attend. En fait, souvent quand je prends la parole, c'est normal, il y a beaucoup de gens qui disent non mais attends, tu te rends pas compte, tu peux pas en parler comme ça avec le sourire, c'est irrespectueux pour les gens qui vivent ça, la drogue, ça, on devrait jamais en parler comme ça, c'est mal, en fait, c'est juste mal, il faut juste pas y aller. Bon, ok, super, oui, mais en fait, on a bien compris qu'en fait, les discours prohibitifs, ça ne fonctionnait pas. On a bien compris aussi que d'avoir des images que moi j'appelle du degradation porn, du porno de la dégradation, est-ce que ça a déjà aidé quelqu'un à ne pas aller prendre du fentanyl? Bah, moi, non, je ne pense pas, d'accord? En revanche, les personnes en général qui font ces commentaires, ce ne sont pas les personnes concernées, mais souvent des personnes qui sont autour, donc les proches. À savoir que moi, ça fait maintenant plus de 8 ans que j'accompagne et je ne vais pas vous mentir, les proches sont souvent au moins 50 ou 70% du problème, qui font que la personne finit par avoir cette énorme dégradation de vie, effectivement. Donc, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et en fait, la raison pour laquelle je prends cette parole, c'est pas parce que je suis inconsciente et que je ne me rends pas compte. Vous voulez que je parle des horreurs que j'ai vécues? Vous voulez que je vous raconte ce que c'est de se réveiller dans une tente avec un rat sur le bide qui est en train de vous mordre parce que vous habitez dans une tente sur le bord du pré? Vous voulez que je vous raconte ce que c'est de rentrer encore une fois dans une autre tente et d'avoir quelqu'un qui a déchiré plein de magazines porno, qui a tout brûlé, toutes vos affaires et qui a tagué les murs de la tente avec des symboles satanistes? Est-ce que vous voulez que je vous raconte ce que c'est d'avaler un morceau de bout de verre, d'ustensile qu'on utilise pour fumer et de vous retrouver avec un morceau de bout de verre coincé dans l'œsophage et d'être obligé d'aller aux urgences parce qu'en fait vous êtes en train de mourir et quand vous arrivez il faut expliquer que c'est parce que vous étiez en train de consommer cette drogue-là dans les bas-fonds? Vous voulez que je vous raconte ce que c'est de se faire attraper par quelqu'un qui vous a donné 1 € quand vous faites le métro, qui vous suit dans la tente, qui vous tient le cou comme ça? Je peux. Je peux le faire. Est-ce que ça va aider? Est-ce que ça va inspirer? Est-ce que ça va permettre aux gens de enfin se dire qu'il existe une autre manière de sortir de la drogue, de sortir, même pas, mais sans même parler de substance, de sortir d'une phase de vie difficile que par la repentance, le martyre, la honte? Ça, c'est la morale judéo-chrétienne, les gars. Moi, je suis pas dans ce délire-là, en fait. Je vais pas renier une partie de mon existence parce que, genre, j'ai péché et que maintenant je regrette et que en fait je vais maintenant prendre la parole uniquement pour perpétuer ce fucking récit de merde qui dit qu'à partir du moment où on a été alcoolique, qu'on a eu un problème de drogue, qu'on a eu ceci, il faut pour le reste de sa vie porter l'étiquette du martyr. Non, je suis pas d'accord en fait. Moi, je refuse de perpétrer ça parce que le plus gros problème, c'est qu'aujourd'hui, vu que il n'est acceptable de parler de l'addiction qu'à travers ce personnage-là de contrition. Alors, les personnes qui sont à mi-chemin, parce que on parle souvent, alors on va me mettre en exemple, oui, mais il y a des gens, ils perdent leur vie, mais je sais bien, tu crois que moi, j'ai pas perdu la personne dont je parle, avec qui je vivais à l'époque? Vous croyez que j'ai pas perdu des gens de cette époque où j'étais dehors? Mais je refuse d'utiliser ma voix, la chance que j'ai d'avoir une place dans les médias, pour perpétrer ce truc de on invite des gens pour parler de ça que pour pouvoir aller se faire mousser à écouter des récits de vie terribles et que ça change rien. Parce qu'il y a plein de personnes qui vivent des choses variées, qui vivent des choses mixtes. Bien sûr que ça a été terrible de vivre dehors, mais il y a eu aussi des choses extraordinaires et je ne vais pas les nier parce que ça va froisser la bienséance sociale et le fait qu'on doit toujours catégoriser les choses en négatif ou positif, en bien ou mal, des personnes qui vont entendre. Si vous voulez rester sclérosé dans ce truc de genre c'est mal, on ne le fait pas, ou genre c'est bien, on a le droit d'en parler, mais grand bien vous fasse. Moi, je pense que ce qui manque cruellement aujourd'hui au dialogue sur l'addiction, c'est de la nuance, bordel. C'est de la finesse, c'est de la pluralité. C'est une compréhension quantique, systématique, systémique et évolutive à l'échelle de ce que représente la vie humaine, de l'individuel au collectif.
Si on commence à avoir des grilles de lecture aussi variées que ça pour à quoi ça peut ressembler d'être addict, et même le mot addict en lui-même veut tout et rien dire, alors peut-être que les gens qui commencent à avoir un problème avec une substance, ils auront une autre ligne de front que ah bah tu vas ruiner ta vie, tu vas te prostituer, tu vas devoir faire ça pour payer ta dose et tu vas mourir, donc ne le fais pas. Et moi, je suis désolée, je refuse de perpétrer ça. Je refuse. Bien sûr que je peux en parler. Ça va servir à quoi? Moi, je préfère expliquer aux personnes qui sont encore dans des phases de consommation souvent soit récréative, soit de productivité, soit d'optimisation, soit d'autorégulation. Dans un monde, on est quand même dans un monde où il y a des machines addictives autour de nous. Là, la raison pour laquelle j'en parle, c'est pour préserver, pour essayer de préserver en fait l'autonomie humaine à l'époque des machines addictives. Et je ne m'adresse pas aux gens qui sont dehors. Vous croyez que c'est les gens qui sont dehors qui vont regarder mes podcasts? Franchement. Non, c'est des gens qui prennent de la C le week-end, c'est des gens qui prennent des trucs quand ils vont en festival, c'est des gens qui vont peut-être commencer à en prendre avant de commencer leur service le matin à l'hôpital. Et ces personnes-là, peut-être que de se dire que putain, la meuf, elle a l'air vivante en fait. Elle est passée par là et elle a réussi à s'en sortir. Est-ce que moi, qui prends des médicaments tous les jours depuis 10 ans, ou qui prends tel truc, est-ce que peut-être moi aussi, je peux un jour en parler avec honneur, avec fierté, comme elle? Est-ce que ça aussi, c'est pas peut-être intéressant de partager ça dans l'espace public plutôt que de leur montrer que même si tu t'en sors, bro, même si t'arrives à sortir de ton truc, en fait, tu t'en parleras toujours comme ça, comme une victime qui a fait quelque chose de mal, parce que c'est terrible, parce que... Non, mais non, en fait, stop. Voilà. En tout cas, si vous voulez écouter le podcast, c'est sur YouTube. Ah oui, et petit ajout, le truc qui me fait le plus marrer, c'est qu'en fait, quand on regarde une série Netflix, quand on lit une tragédie grecque, quand on lit des nouvelles là d'amour, genre de teenage, de trucs hyper dramatiques, on est comme des oufs. Parce que en fait, c'est à la fois hyper dark, hyper toxique et en même temps hyper passionnel, hyper machin. On adore ça. Par contre, quand il y a une nana qui vient oser poser que elle l'a vécu dans la vraie vie, là, d'un coup, on lui dit meuf, tu te rends pas compte, tu idéalises. Genre, j'ai vécu les deux en fait. J'ai vécu les deux en même temps. Ma vie est digne d'un film. Excusez-moi, c'est vrai. J'ai vécu des trucs de ouf. Et encore, j'ai même pas tout raconté à la télé encore. J'ai même pas tout raconté en podcast. Heureusement. Donc en fait, excusez-moi d'avoir vécu quelque chose de tellement riche, de tellement complexe et de tellement dingue qu'il ne rentre pas dans les toutes petites cases de ce que vous pensez être possible dans la vraie vie. Peut-être que si vous ouvriez votre champ de perception, alors ça vous choquerait moins. Et en fait, je réfléchis depuis tout à l'heure parce que c'est hyper intéressant. De toute façon, j'adore j'adore voir les réactions, les triggers des gens parce que ça me donne en fait des opportunités finalement d'adresser ces sujets-là. Mais je pense que quelque chose qui est peut-être aussi mal interprété, c'est que je parle tout le temps de ma vie avec des étoiles dans les yeux, quelle que soit la partie dont je parle. Que je parle de la période où j'ai vécu dehors à Paris, que je parle de la période où en fait bref, j'ai souffert le martyre dans différents pays, que ce soit des périodes où j'ai eu beaucoup de succès. Enfin là, ça me semble évident, mais en fait, c'est parce que j'ai une relation à moi-même qui est tellement belle aujourd'hui. J'ai une relation à ma propre vie, en fait, qui est tellement puissante, qui est tellement sincère, qui est tellement profonde, que je ne m'adresse à moi-même qu'à partir de cet endroit-là. Parce que j'aime tout de moi, en fait. J'aime tout de ma vie. Même le pire du pire du pire de ce que j'ai vécu. Et ces étoiles dans les yeux, elles viennent aussi du fait que chaque jour qui passe, pour moi, est un miracle. De me dire qu'après tout ce que j'ai vécu, du haut de mes 33 ans, même pas que de cette période, que j'ai la chance de pouvoir faire ce que je fais, en fait. Que j'ai la chance de pouvoir aider les gens, que j'ai la chance de pouvoir élever mon enfant, que j'ai la chance de pouvoir sentir l'odeur du café le matin. En fait, je suis quelqu'un de profondément honoré d'être en vie. Je suis quelqu'un qui est profondément ému par la vie elle-même.
Et donc, quand je me remémore toutes ces choses-là, de l'endroit où je suis aujourd'hui, oui, bien sûr que j'ai ce regard sur cette version de moi-même qui est le regard que Marcel Pagnol a sur son enfance. Oui. Donc en fait, c'est apprendre, non pas au premier degré, de genre, ah la meuf, elle sourit, en plus elle est fière. Je suis pas fière d'avoir... je suis pas fière d'avoir craché des moutons noirs de mes poumons toutes les 2 secondes et de m'être déformé les pieds au point qu'aujourd'hui je ne peux quasiment plus porter de chaussures normales, tellement je suis partie marcher sans nourriture, sans rien, pas parce que j'étais obsédée par la consommation. Non, je ne suis pas fière de ça. Par contre, je suis fière d'être là aujourd'hui et d'avoir vécu ça. Bien sûr. Bien sûr que je suis fière. En vrai de vrai. Même maintenant, là, moi-même, en train d'en parler, je me rends compte que, évidemment, que je suis fière de ce que j'ai vécu. Évidemment que je suis fière d'avoir fucking survécu, les gars. Évidemment que je suis fière de ne pas m'être laissé manger la tête par les névroses paranoïaques qui arrivent au bout d'un certain moment de consommation. Évidemment que je ne me suis pas laissé faire. Quand on a essayé de m'enlever toute ma dignité, quand on a essayé de me voler un nombre incalculable de fois, quand je me suis pris des coups, des blessures, des humiliations, des séquestrations, évidemment que je suis fière d'avoir vécu ça et d'être ici pour en parler.